The Lancet. Lancet, cette revue scientifique, qui a publié, à la grande surprise générale, une étude sur les dangers de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Alors évidemment, les médias dominants, les médias mainstream, s'en font des gorges chaudes. Je vous mets un extrait là, Le Monde, Le Point, France Info, voilà. Ils se donnent à cœur joie, quoi. Et là, dans l'étude du Lancet, du jour, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, elle sort d'où? Parce que nous, on attend toujours, on en reparlera, l'étude Discovery, les résultats. Donc elle dit qu'ils ont effectué une analyse de registre multinational de l'utilisation de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine avec ou sans macrolide pour le traitement du Covid-19. Et le registre comprenait des données de 671 hôpitaux sur 6 continents. Mazette. Nous avons inclus des patients hospitalisés entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, avec un résultat de laboratoire positif pour le SRAS-CoV-2. Déjà, 20 décembre 2019, ils faisaient déjà des tests. C'est quand même très intéressant, alors que la Chine a déclaré la pandémie 31 décembre, je crois, de mémoire. Mais eux, à partir du 20 décembre, ils faisaient déjà des tests. Les patients qui ont reçu l'un des traitements d'intérêt dans les 48 heures suivant le diagnostic ont été inclus dans l'un des 4 groupes de traitement. Donc déjà, 48 heures, on ne sait pas trop quoi. Est-ce que par exemple c'est quelqu'un qui se sent bien, qui arrive et qui fait un test, il est positif alors qu'il se sent bien, ou c'est quelqu'un qui est agonisant, mourant, on lui fait un test et donc il est positif forcément, puisqu'il est agonisant, mourant au Covid. Et donc ils ont mis 4 groupes. Il y en a qui ont traité la chloroquine seule, chloroquine avec un antibio, hydroxychloroquine seule, ou hydroxychloroquine avec un macrolide. Et les patients qui n'ont reçu aucun de ces traitements se sont formés le groupe témoin, le groupe de contrôle. Les patients pour lesquels l'un des traitements d'intérêt a été initié plus de 48 heures après le diagnostic, ou alors qu'ils étaient sous ventilation mécanique. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant parce que, comme vous le savez, maintenant que vous suivez ma chaîne, s'il est déjà sous ventilation mécanique, ça veut déjà dire que, de toute façon, on sait, vu que Didier Raoult le dit dès le départ, que l'hydroxychloroquine ne sert strictement à rien. Et donc, il balance une étude sur 96 032 patients. Oh là là, là tout le monde se dit, oh là là, ça c'est THE étude, quoi, c'est l'étude. 96 000. Ouais, sauf que parmi ceux-ci, 14 000 seulement 888 étaient dans le groupe de traitement, et donc 80 144 étaient dans le groupe témoin. Bah, ça limite, je sais pas où ils ont été les chercher aussi rapidement, ces 80 000 patients qui étaient atteints du Covid, mais bon, admettons. Et donc vous voyez que 1868 ont reçu de la chloroquine, 3183 ont reçu de la chloroquine avec un macrolide, 3016 ont reçu de l'hydroxychloroquine, et 6221 ont reçu de l'hydroxychloroquine avec un macrolide. Ok. Et là, j'apprends un chiffre, mais spectaculaire, quoi. 10 698 patients, soit 11,1%, sont décédés à l'hôpital. Et donc, ça nous donne un tableau comme ça à la fin. Alors, ce tableau, j'ai été le chercher chez les débunkers. Vous savez que maintenant que même l'OMS finance des débunkers professionnels, je vous en ai déjà parlé. Et donc, ils disent que, en fait, le taux de mortalité, dans le groupe de contrôle, c'est-à-dire le groupe, les 80, et plus de 80 000 où il n'y avait rien, 9,30% sont morts. Avec la chloroquine, 16,40. Chloroquine et antibiotiques, 22,20. Hydroxychloroquine seule, 18. Mais alors, hydroxychloroquine et macrolide, 23,80. Alors évidemment, là, je me suis dit, là, ah bah dis donc, c'est fou ça. Donc la première réflexion que j'ai eue quand même, c'est de dire, donc en fait, la chloroquine et l'hydroxychloroquine tuent, quoi. Tuent, parce que c'est, qu'on ait ou pas un virus, en prenant ce médicament en plus, ça tue. Sachant qu'il était en vente libre. Moi, je suis allé en Afrique, on m'a prescrit la chloroquine. On ne m'a pas demandé si j'avais des problèmes cardiaques, si j'étais diabétique, rien, on m'a prescrit. Je ne sais pas combien Didier Raoult a dit, 1 milliard de ces médicaments ont été vendus dans le monde. Donc la première réaction qui m'est venue, c'est, on va porter plainte, parce que franchement, depuis 50, 60 ans que ces médicaments sont vendus en accès libre sans prescription, et on s'aperçoit que si on les prend, ça peut être dangereux, faut porter plainte, parce que, excusez-moi, si c'est aussi dangereux que ça, alors que c'était en vente libre et qu'on ne nous a jamais rien demandé, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot.
Ils ne vont pas faire leur boulot. C'est-à-dire que c'est un médicament dangereux qui peut tuer des personnes. Ah oui. Donc ça, faut vraiment être clair là-dessus. Hein. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un ministre de la Santé qui a exactement les mêmes préoccupations de moi. Hein. Donc Olivier Véran tweet immédiatement, suite à la publication dans The Lancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du Covid, dont l'hydroxychloroquine, il a saisi le Haut Conseil de la Sécurité publique pour qu'il analyse et me propose sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription. Waouh, il est trop sympa ce ministre. Et bon, il y a quelqu'un qui lui répond où en est Discovery? Les premiers résultats étaient promis par vous-même et Emmanuel Macron pour la fin du mois d'avril. Et vous publiez à propos de The Lancet, parce que, je sais pas, on arrive plutôt fin mai hein, que fin avril. Donc après, je me dis, bah, punaise, vu le taux de mortalité, parce que quand même, ça fait quand même un taux de mortalité dans ce qu'ils annoncent de The Lancet. 10 698 morts sur 96 032. Ça fait 11,1%, quoi. 11,1% de gens qui sont morts. Et moi, j'étais quand même très, très inquiet hein, ce matin. Donc, après, je vais me renseigner, quoi. Par exemple, ah, bah tiens, un médecin américain vous savez que la chloroquine et l'hydroxychloroquine servent à traiter des lupus. Aucun de mes 800 patients traités à la chloroquine pour leur lupus, donc ils avaient un lupus, donc il est traité à la chloroquine. Alors je sais pas si c'est bien traduit, ça doit être plutôt de l'hydroxychloroquine que la chloroquine. On a eu le Covid-19. Ah bah mince, lui il a 0%. Donc tout de suite, bah, quand on parle de chloroquine, moi je m'inquiète pour mes amis africains, quoi, parce que franchement, en Afrique, il y en a qui prennent de la chloroquine tous les jours, quoi, tous les jours pour éviter la malaria. Donc je vais vite sur World Matters et je vais voir en Afrique. Au Ghana, il y a eu 6617 cas et il y a eu 31 morts. Donc 31 divisé par 6617 égale 0,4%. Bah, on est très loin des 11,1 parce que, attends, si on reprend le tableau comme il bouffe de la chloroquine, c'est 16,40 avec le corona. Et là, on est avec le corona, quoi, hein, parce que c'est World Matter, c'est 6617 cas de gens qui ont le corona. Donc, par rapport à cette étude qui a été faite, The Lancet, comme ils mangent beaucoup de chloroquine là-bas, ils devraient être à 16,40. Mais eux, ils sont que à 0,4. Alors, on peut en prendre un autre, hein, au hasard, je sais pas moi. Le Sénégal. Nos amis sénégalais, parce que là-bas, il y a un professeur très célèbre qui traite à la chloroquine. Ils ont eu 34 morts pour 2976 cas. Et là, on a 1,14%. Ah. Donc vous voyez que les chiffres sont très bas. Hein. Il y a très 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 peu de cas en Afrique, hein, puisque vous voyez que le total d'Afrique, c'est 107 365 cas. Donc dans un continent où on mange beaucoup de chloroquine, où tous les médias avaient annoncé que ça serait une catastrophe sanitaire dès que le Covid atteindrait l'Afrique, on est très très loin de l'étude de The Lancet. En Asie aussi, hein, il y a des zones à palu. Certaines zones, pas toutes, hein, dans ce qui est classé la vie. Et là aussi, quand on voit les chiffres, on est très 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 loin des 11%. Parce que si on prend tout de suite le tableau à droite du nombre de morts par habitant, il y a l'Iran qui est un cas un peu exceptionnel, puisqu'il a été très touché très vite. Vous voyez que le nombre de morts par habitant, là le plus c'est l'Iran, c'est 88 pour 1 million de morts. 88 pour 1 million d'habitants. En Iran, le deuxième c'est 51 et après ça chute très vite quoi. On arrive à Israël 30, Arménie 26. Bon. Si on prend l'autre tableau de l'Asie, bah là on est vraiment dans les chiffres ridicules, hein, 0,4, 0,8, 0,5, 0,9, 0,1, 0,2. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Par contre, la Russie c'est encore plus bas, 1%. Par contre, si on commence à attaquer la France, c'est 15,52%. La Belgique, 16,25%. Et là, on se rapproche, bizarrement, des chiffres de The Lancet. Pourtant, un truc étrange, c'est que l'endroit en France où on a plus pris de hydroxychloroquine, c'est en PACA, quoi. Et là, on voit que, d'après les chiffres qui avaient été donnés,
Mais mortalité des moins de 40 ans, 0,23 en PACA, 0,91 en Île-de-France. Quand même, c'est très étrange, très étrange. Et si on prend le nombre de cas mondiaux, on voit qu'il y a 5,367 millions de cas de coronavirus. Donc on a arrêté l'économie d'une planète pour 5 millions de cas, sur une planète qui compte presque 8 milliards d'habitants. Il y a eu 342 000 morts. Alors vous dites, ouais, c'est énorme, 342 000 morts, c'est énorme. Ben, toujours pareil, hein. Chez World Matters, si vous allez chez World Matters, vous apercevez qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a eu 140 000 morts aujourd'hui. La journée n'est pas finie. 140 000 morts. Donc là, on a arrêté une planète pour 342 192. On a mis des gens en faillite, des entreprises en faillite, on a mis des gens au chômage, on a mis des gens dans la rue. Et on s'aperçoit que là où il y a le plus de morts, c'est plus le pays est riche, et plus il y a de nombre de morts. Plus le pays est pauvre, et moins il y a de morts. C'est l'inverse de la logique d'une pandémie. On pourrait penser que plus le pays est pauvre et a d'infrastructures, plus il y a de morts. Plus le pays est riche, moins il y a de morts. Mais là, ce virus, il défie tous les entendements. C'est là où les pays sont les plus riches qu'il y a le plus de morts. Est-ce que par hasard, hein, il n'y aurait pas une autre raison? Hydroxychloroquine, mais il y a toujours un certain nombre d'essais qui sont en cours et dont on attend avec impatience les résultats. Notre invité ce matin, le docteur Violaine Guérin. Bonjour, vous êtes endocrinologue, immunologiste. Vous avez fondé aussi le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. Cette étude, selon vous, ça change un petit peu la donne ? Alors, merci de votre invitation à commenter cette publication. Je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et je vous invite à faire la même chose, décliner les liens d'intérêt à toute personne qui commente ces études. Juste par rapport à votre introduction tout à l'heure aussi, je n'y vois pas un remède miracle, mais je parle d'expérience clinique quand je parle du sujet. Alors cette publication, comme votre collaboratrice l'a dit, elle a été réalisée chez 96 032 patients pour être précis, dans 671 hôpitaux tout continent, entre le 20 décembre et le 14 avril 2020. C'est une publication le 21 mai, donc c'est extrêmement étonnant qu'une aussi grosse masse de données puisse être analysée aussi rapidement. Et je précise que le premier auteur, M. Mera, le 1er mai, avait fait une publication dans le New England Journal sur 8 910 patients inclus entre le 20 décembre et le 15 mars. Donc on s'étonne un petit peu déjà qu'entre le 15 mars et le 15 avril, il ait pu inclure près de 90 000 patients supplémentaires. Au bas mot, c'est une étude à 50 millions d'euros, hein, si on pense qu'elle a été faite sérieusement. Donc on va se demander déjà aussi qui l'a financée. Et puis on a 4 auteurs signataires pour une logistique multilingue, hein, parce que quand vous incluez des dossiers de patients dans un très grand nombre de pays, vous imaginez bien que c'est un petit peu surprenant déjà ce qui se passe. Et puis quand on regarde les liens d'intérêt avec l'industrie qui sont déclarés par les auteurs, on voit que tout ceci n'est pas anodin. Alors, on va quand même commenter cette étude. Les patients... Vous pensez que les chiffres sont peu crédibles, c'est ça? Vu que vous avez expliqué un petit peu la méthodologie, oui, quel crédit vous portez à l'étude sur le fond? Il y a deux choses en fait. Premièrement, si on veut faire des études de qualité, il faut regarder chaque observation, analyser ses résultats. Et je doute que les 96 032 dossiers aient été analysés correctement. Malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en matière de recherche clinique. On rentre des données en informatique, il n'y a plus un seul médecin qui regarde les dossiers. Donc la méthodologie me paraît un peu surprenante avec 4 auteurs qui portent le papier. Et donc on imagine que ces 4 auteurs auraient analysé les 96 032 patients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde ce qui est publié, on a des patients hospitalisés. Alors, votre collaboratrice a souligné qu'ils avaient été traités dans les 48 heures, mais pas dans les 48 heures des premiers symptômes, dans les 48 heures probablement de l'hospitalisation, ce qui est très différent. Parce que je rappelle... Dans les 48 heures du diagnostic, après le diagnostic. Du diagnostic lors de l'hospitalisation. On sait très bien, nous, que quand on interroge les patients sur les premiers symptômes, souvent même parfois, les premiers symptômes sont passés inaperçus. Il faut vraiment faire un interrogatoire clinique comme on sait le faire en France quand on fait de la médecine.
Donc, ce qui est très important, c'est de réaliser que cette étude, premièrement, n'entre pas dans le cadre de ce qui a été préconisé par l'IHU et dans le cadre de mon expérience clinique qui suis un médecin de terrain, c'est-à-dire que nous voyons les patients à un stade précoce quand ils ont un Covid et donc dans un stade de la maladie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en hospitalisation. Néanmoins, on peut commenter cette étude. Les groupes ne sont pas comparables. Déjà, premier point. Quand vous voyez que les patients qui ont été traités dans le groupe hydroxychloroquine, il y en a 6221, ils ont un état beaucoup plus grave, puisque par exemple, si on prend un seul critère qui est la ventilation mécanique, vous notez dans l'étude que ces patients, il y avait 20% de patients ventilés dans le groupe hydroxychloroquine contre 7,7% dans le groupe qui est un groupe dit témoin et on n'a pas tous les détails non plus sur les prises en charge de ce groupe. Docteur Guérin, qu'effectivement, il y a des problèmes pour comparer certains chiffres. On reviendra vers vous un peu plus tard. Merci beaucoup, docteur Violaine Guérin, endocrinologue, immunologiste. On rappelle que vous avez fondé le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. Oh bah mince, quand ça devenait intéressant, le journaliste l'a coupé. Bah oui, hein. Fallait pas l'inviter, hein, mon gars, hein, si tu voulais pas qu'elle parle. Donc déjà, j'adore, parce que dès le départ, elle dit qu'elle n'a aucun lien d'intérêt avec Big Pharma, et elle les invite à en faire de même. Ensuite, elle dit des choses extraordinaires, hein, que tout ce qu'on reprochait à la première étude, la pauvre première étude de Didier Raoult, ils le font, hein, et que cette étude a coûté quand même au bas mot, 90 000 patients. Au 1er mai, il en avait 8 910, le gars, et là, on est le 23 mai, il en a 10 fois plus. C'est stupéfiant. D'un autre côté, on entend que l'étude Discovery n'arrive pas au bout parce qu'on n'arrive pas à avoir des patients. Et lui, voilà, t'en veux 90 000, je t'en mets 90 000. Bah, t'aurais pu en mettre 1 million, hein, c'était pareil. On y aurait cru. C'est un truc de fou. Mais ça, c'est en direct. Hein. C'est foutage de gueule en direct. Et évidemment, à la fin, comme elle prenait le dessus, il la coupe à la façon BFM. Il a peur de se faire gronder par son patron, M. Drahi, très lié avec Emmanuel Macron, Olivier Véran et toute cette clique. Alors, vous allez vous dire, ouais, c'est quand même The Lancet. Hein. Ouais, c'est The Lancet. Je sais pas par quoi on voulait qu'on commence. Parce que, pourquoi, sur je sais pas moi combien de médicaments il y a dans le monde, 5 000, 10 000, quand les Chinois ont été face à cette crise, pourquoi ils ont décidé de tester l'hydroxychloroquine? Comme ça, intuition, pif, allez, ouais, celui-là, je prends celui-là. Non. Parce que The Lancet, mais là, on n'est pas en 2020, en 2003, novembre 2003, a publié une étude effet de la chloroquine sur les infections virales, un vieux médicament contre les maladies actuelles. La chloroquine, blabla, outre ses effets antipaludiques bien connus, possède des propriétés biochimiques intéressantes qui pourraient être appliquées contre certaines infections virales. La chloroquine exerce des effets antiviraux directs, inhibant les étapes dépendantes du pH, de la réplication de plusieurs virus, y compris les membres des flavivirus, rétrovirus et coronavirus, parce que je vous rappelle ici que nous sommes en présence du SARS-CoV-2 dit Covid-19, mais qu'il y a d'autres et beaucoup d'autres coronavirus. Et si on va plus loin dans l'article, on voit les mécanismes généraux de l'inhibition virale par la chloroquine. La chloroquine ou l'hydroxychloroquine peut altérer la réplication de plusieurs virus en interagissant avec l'entrée virale à médiation endosomique ou les stades avancés de la réplication des virus enveloppés. Mais alors là, c'est encore plus surprenant. Hypothèse, le cas du SRAS. Et là, on est, je vous rappelle, en 2003, et on parle du SRAS-CoV-1. D'accord? Aujourd'hui, on a le SRAS-CoV-2. Sur la base des effets de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine sur plusieurs virus enveloppés et sur l'action immunitaire, nous émettons l'hypothèse que ce médicament pourrait être d'une certaine utilité pour la gestion clinique du SRAS. À l'heure actuelle, aucune tentative de traiter cette maladie avec des médicaments antiviraux connus, à savoir la ribavirine et l'oseltamivir, n'a été concluante. Les corticostéroïdes peuvent être d'une certaine utilité pour contrôler les réponses inflammatoires au niveau pulmonaire, mais également provoquer une immunodépression incontrôlée, entraînant une surinfection pulmonaire.
L'agent causal du SRAS a récemment été décrit comme un nouveau coronavirus. Des études récentes soutiennent l'idée que les coronaviridae infectent leurs cellules cibles par une voie endocytique et que la chloroquine pourrait inhiber leur réplication. Donc là, on est quand même en 2003, donc je pense que de 2003 à 2020, ils ont fait plein d'études là-dessus et se sont aperçus que ça marchait. Et cela marche, puisque malgré l'étude de The Lancet, nous avons de l'autre côté maintenant des centaines d'études qui prouvent que cela marche. Alors pourquoi The Lancet irait publier un truc pareil? Vous allez me dire, c'est une revue sérieuse. Ah, lisons cela. 4 juillet 2016. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet, la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignoré par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. Là, le mot est quand même très fort. On parle de fraude, là. On ne parle pas de mensonge, on parle de fraude. Le docteur Horton a déclaré « Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, je ne vous dis pas 1%, 2%, 3%, la moitié, 50%, pourrait être tout simplement fausse, affligée d'études avec des échantillons réduits, des faits infimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants, avec l'obsession de suivre les tendances d'importance douteuse à la mode. La science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. Faisant état des choses autrement, Horton dit carrément que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l'efficacité de leurs divers médicaments en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs ou bien, pour les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d'intérêts flagrants. Ils doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d'autres subventions. Au moins, la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il. Les médicaments ayant eu un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, ce trucage équivaut à un manquement criminel et à de la malversation. Ce dont parle Horton, le financement par l'industrie d'études thérapeutiques afin de mettre au point des médicaments ou des vaccins commerciaux soi-disant pour aider les gens, sert à former le personnel médical, les étudiants en médecine et autres. Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium au Wellcome Trust de Londres sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale. Il a constaté la confidentialité aux règles de Chatham House, faisant que les participants ne doivent pas révéler les noms. Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. Je ne suis pas autorisé à dire qui a fait cette remarque, car nous avons été invités à observer les règles de Chatham House. Il nous a été aussi demandé de ne prendre ni photo, ni diapositive. Le docteur Marcia Angel, un médecin, a longtemps été rédacteur en chef du New England Medical Journal, considéré comme l'une des autres revues médicales évaluées par les pairs les plus prestigieuses du monde. Angel a déclaré « Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des publications de la recherche clinique, ni de compter sur le jugement des médecins expérimentés ou les dérives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à formuler cette conclusion, à laquelle je suis parvenu lentement et à contre-cœur lors de mes 2 décennies passées au poste de rédacteur en chef du New England Journal of Medicine. » Harvey Markovitch, qui a étudié et écrit sur la contrefaçon des tests médicaux et la publication dans les revues médicales, écrit « Les études montrant les résultats positifs d'un médicament ou d'un appareil analysé sont plus susceptibles d'être publiées que les études négatives. Les éditeurs en sont en partie responsables, mais aussi les sponsors commerciaux dont les études bien menées du point de vue méthodologique, mais dont les résultats sont défavorables, ont tendance à rester dans les cartons. » Au groupe de recherche sur la dynamique neuronale du département des sciences ophtalmologiques et visuelles de l'Université de British Columbia, le Dr Lucija Tomilovic a obtenu des documents montrant que les fabricants de vaccins, les compagnies pharmaceutiques et les autorités sanitaires connaissent les multiples dangers associés aux vaccins, mais ont choisi de les cacher au public. C'est de la tromperie scientifique, et leur complexité suggère que cette pratique continue encore aujourd'hui. Le docteur Horton conclut
Ceux qui ont le pouvoir d'agir semblent penser que quelqu'un d'autre devrait le faire en premier. Et chaque action positive, par exemple le financement de reproduction d'études bien pourvues, se voit opposer un argument. La science deviendra moins créative. La bonne nouvelle, c'est que la science commence à prendre très au sérieux certains de ses pires défauts. La mauvaise nouvelle, c'est que personne n'est prêt à prendre les premières mesures pour nettoyer le système. Dans le monde entier, la corruption de l'industrie médicale est un énorme problème, peut-être plus grave que la menace de toutes les guerres réunies. Sommes-nous comme hypnotisés? Avons-nous une foi aveugle en l'infaillibilité de nos médecins simplement parce qu'ils ont une blouse blanche? Et à leur tour, ont-ils une foi si aveugle envers les revues médicales pour recommander tout nouveau remède ou vaccin présenté prodigieux qu'ils s'empressent de prescrire sans tenir compte de ces problèmes plus profonds? Voilà le problème, c'est pas moi qui le dis, c'est le rédacteur en chef de The Lancet. Donc je vous ai montré 2003 The Lancet avec le SRAS-CoV 1 qui montre que c'est un antiviral et ils font des recherches, on est en 2020. Je vous ai montré je ne sais combien d'études positives sur l'hydroxychloroquine, mais évidemment cela n'intéresse personne parce que c'est un générique, ça ne coûte plus rien, ça ne rapporte pas d'argent. Et là, vous l'avez compris, l'industrie pharmaceutique, cette pieuvre, cette mafia, n'est pas là pour vous soigner, elle est là pour gagner de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est les dividendes, c'est l'argent. C'est pas vous soigner, ils s'en foutent de vous soigner. Faut en être conscient, ça. Faut en être vraiment conscient. Donc ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas avoir. Donc là, ça a été une attaque en règle contre quelque chose qui marche. En plus, qui a attaqué? Alors si l'étude à charge The Lancet est signée par 4 chercheurs, c'est sur la responsabilité de Mandip R. Mehra, qui lui fait partie du Brigham and Women's Hospital Earth and Vascular Center School of Boston aux US. Intéressons-nous à cet hôpital Brigham, parce qu'on a entendu tout à l'heure Dr Guérin dire qu'une étude comme ça coûte au bas mot 50 millions de dollars, on va bien la croire, parce que c'est juste énorme. Donc, écoutez, en 2015, en décembre 2015, quasiment en 2016, Brigham, l'hôpital, fait état d'un manque à gagner de 53 millions de dollars. L'hôpital a perdu 53 millions de dollars de son budget au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre, en partie à cause des coûts imprévus associés à sa transition, on s'en fout, alors qu'elle avait prévu, vous voyez, un excédent de 122 millions de dollars qui devait être réinvesti. Donc des problèmes financiers ont poussé l'hôpital à licencier 20 travailleurs et à supprimer 80 postes vacants plus tôt cette année. Le 29 septembre 2017, l'hôpital de Brigham a réduit par million ses coûts, c'est mal traduit, mais c'est en anglais. Toutes les sources, je vous les mets dans les liens, tout ce que je vous ai raconté, là c'est sourcé, vous inquiétez pas, tout est là. Et on apprend aussi le 28 septembre 2017 que même les surmatelas n'ont pas été épargnés. Un aperçu de la lutte d'un grand hôpital, donc Brigham, 2017, il y a 3 ans, même pas, 2 ans et demi, de la lutte d'un grand hôpital pour réduire les coûts. Et on voit ici une photo où on lit en bas, l'assistante des services d'urgence fait rouler une civière dans le couloir d'un service d'urgence bordé de patients du Brigham and Women's Hospital. Les patients doivent régulièrement attendre un lit ouvert. Donc c'est fantastique, les patients dans les couloirs du Brigham. Mais ce même Brigham qui va dépenser 50 millions de dollars pour savoir si l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont bons. Et on découvre que Moderna annonce un financement de 40 millions de dollars pour faire avancer le développement d'une nouvelle modalité de traitement biothérapique, Messenger RNA Therapeutics. Vous savez, les fameux vaccins ARN, pardon. Moderna, ça vous dit quelque chose, hein? Bill Gates, petit rappel ou pas? Petit rappel. Et donc, Moderna a mis en place un conseil consultatif scientifique composé de spécialistes de renommée mondiale encadrés par Jack Kozak. Bon. Et on lit plus loin que parmi ce conseil scientifique, Elizabeth Noble, docteur en médecine, présidente du Brigham and Women's Hospital et professeur de médecine, en fait partie. Donc là, on va faire un lien entre Moderna, qui a pris une envolée spectaculaire en bourse grâce à Bill Gates et à son futur vaccin ARN pour le Covid, et que la patronne du Brigham fait partie de ce conseil scientifique. Ensuite, on apprend que IBM Watson Health investit 50 millions de dollars dans Brigham and Women's et Vanderbilt pour l'intelligence artificielle de la santé.
L'éminent fournisseur d'intelligence artificielle effectuera l'investissement de 10 ans dans des collaborations de recherche avec les 2 centres universitaires distincts pour faire progresser la science de l'intelligence artificielle et son application aux principaux problèmes de santé publique. Évidemment, Bill Gates et Microsoft. Mais Bill Gates aussi, ID 2020, et dans ID 2020, croyez-moi, il y a IBM, sans aucun problème. Après, si on va plus loin, le 23 mai 2018, un jury de la Cour supérieure du comté de Suffolk à Boston, Massachusetts, a déclaré Brigham and Women's Hospital coupable de représailles et a accordé 28 millions de dollars à une infirmière. Parce que vous savez, aux États-Unis, on plaisante pas avec les procès. On plaisante pas et les indemnités sont lourdes. Donc là, il avait déjà perdu 50 millions de dollars. Là, il doit donner 28 millions de dollars à une infirmière. Je vous laisserai lire si vous intéresse pourquoi. Tiens. Dans la fondation Bill et Melinda Gates, on retrouve le Brigham and Women's Hospital. Voilà une petite somme, je vous ai mis 1,455 millions de dollars, c'est une bagatelle. Le 24 février 2020, Ingrid Katz, de la division santé des femmes, toujours de l'hôpital de Brigham, est parrainée par la fondation Bill et Melinda Gates. Décidément, Bill s'intéresse beaucoup à cet hôpital. Donc un hôpital qui est au creux de la vague, qui perd beaucoup d'argent, qui doit faire face à une lourde crise, qui doit licencier du personnel, qui doit faire face à des indemnités de licenciement, se voit appuyé par Moderna, qui lui apporte 40 millions, se voit appuyé par la fondation Bill et Melinda Gates, et tout d'un coup sort une étude à 50 millions de dollars. Certainement un hasard, Sylvano, tu regardes trop... Non, Sylvano, sérieux. Vous avez compris, on ne sort pas comme ça une étude sous le chapeau. La première étude chinoise, la plus sérieuse, celle que personne n'ose attaquer, Covid-19, une étude chinoise randomisée donne raison. Cette fois-ci, randomisée donne raison au professeur Raoult.